On en parle beaucoup, particulièrement depuis les derniers mois, mais particulièrement depuis le retour des vacances estivales. Ça brasse. Ça brasse à Québec, ça brasse sur la Rive-Sud aussi, ça brasse du côté de la Beauce, les violences reliées au crime organisé. Ça soulève toutes sortes de questions, d'interrogations, de crainte, j'ai envie de dire. Le sondage qu'on avait commandé avec Somme, Le Soleil disait qu'il n'y avait pas de sentiment de peur, mais reste que ces événements-là se multiplient et ça peut soulever de nombreuses questions. Très content d'avoir en studio avec nous le chef du SPVQ, directeur du SPVQ, Denis Turcotte, qui est là. Monsieur Turcotte, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. Première question assez simple. À quel point vous êtes inquiet par rapport à ce qui se passe depuis quelques mois, les violences qui sont beaucoup plus présentes sur le territoire de la grande région de Québec et évidemment votre territoire du SPVQ? Je vous dirais que la situation évolue. C'est une criminalité qui sort de l'ordinaire un petit peu, même si c'est entre groupes criminalisés. Donc, nous, on a, j'oserais utiliser le mot, on a l'opportunité de voir ça venir de l'Ouest. Souvent, je le dis, dans les équipes, les criminalités, ça part des États-Unis, souvent les phénomènes. Ça rentre dans l'Ouest canadien, ça transite par Toronto, Montréal. Puis les territoires sont à conquérir à chaque fois, donc c'est très lucratif. Vous en êtes conscient. Ce marché-là est très lucratif. Donc, Québec est un marché à conquérir. Avant ça, il n'y avait pas de compétition, on va dire ça comme ça. Donc, maintenant, le marché veut être conquéri par les gangs de rue. Donc, il y a des conflits, ce qu'on vit présentement. Mais de là à dire que moi, je suis inquiet, non. Parce qu'on a le personnel sur place, les policiers sont dévoués, sont motivés, sont engagés. Puis pour eux, c'est comme moi, là, ça nous choque tous là, de voir ça, là, ce type de criminalité-là. Puis qu'est-ce qui nous préoccupe? Moi, qu'est-ce qui me préoccupe? C'est les dommages collatéraux possibles. Puis ça, moi, là, c'est ce qui occupe mes pensées tout le temps. Mettons, là. Exactement. Ouais. Exactement. Avant qu'on parle de la fameuse question du financement, je veux qu'on prenne le temps de bien faire l'état des lieux. Vous avez parlé de l'Ouest, M. Turcotte. Moi, quand je pense à l'Ouest, vous avez parlé de l'Ouest canadien, mais je pense un peu à Montréal aussi, à l'Ouest. La semaine passée, Maria Mourani nous a dit ici en ondes qu'à Montréal, on commence à recruter dans les gangs de rue à 10 ans. Tu sais, des enfants de 10, 11, 12 ans. On a un neveu de 14 ans qui a été envoyé en mission en Beauce au repère des motards à Frampton avec son Roca 47. C'est une tendance ça, qui vous inquiète? Est-ce que ça s'en vient vers Québec? Parce que moi, comme père, des fois, moi, je veux dire, ça m'inquiète énormément quand j'entends ça, qu'à Montréal, ça se passe comme ça. Par rapport à Montréal, à Québec, comment ça se passe là-dessus? Bien, la tendance s'en vient ici. Ça serait vous mentir de dire que non, à Québec, ça se passera pas comme ça. Mais sauf que moi, mon but, c'est justement que ça n'arrive pas. Ouais. Donc, au service de police de la Ville de Québec, depuis plus de 20 ans, on est dans les écoles, on est dans les parcs l'été. On est proche des gens, on a des policiers dédiés dans les écoles, justement, pour quand ils détectent qu'un jeune s'en va dans une mauvaise trajectoire vers le crime, d'essayer de les ramener dans des trajectoires sociales, de s'impliquer dans la société, d'être un atout pour la ville. Donc, mais sauf que, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse, c'est oui. Puis la tendance, moi, j'ose espérer qu'ils ne s'enracineront pas assez fort pour débuter ça, mais la tendance est là parce que c'est des personnes qui sont vulnérables malgré leur jeune âge, souvent leur situation financière aussi. Donc, quand ils ont accès à des grosses sommes d'argent facilement, de faire leurs preuves pour être recrutés, pouvoir faire de l'argent facilement, bien, ça peut être tentant si on n'est pas là pour les recadrer dans un droit chemin. C'est ça. Mais on parle de travailler en amont, en prévention, si on veut, pour éviter d'en arriver là. Mais quand on en arrive avec une problématique, donc c'est bien de le faire en prévention, mais il y a aussi une problématique actuelle qui est réelle. La répression, elle. Comment on y arrive quand, au-delà de l'argent, comme Jérôme disait, on va assurément en parler, mais au-delà de l'argent, comment on y arrive quand on fait affaire avec des gens qui ne veulent pas se dénoncer, qui ne veulent pas porter plainte. Des gens qui sont victimes d'attaques violentes, qui suscitent une crainte dans la population, mais qui vont voir que les policiers vont les voir et dire « Non, moi, je parle... » Ça doit être dur. À part si vous savez qu'il va se passer un événement, j'imagine qu'ils ne l'affichent pas publiquement quand ils s'en vont attaquer quelqu'un. C'est quoi les moyens que la police peut avoir pour essayer de mettre fin à ça? Bien, des individus en possession d'armes à feu, à Québec, dans la ville de Québec, on en arrête, là. Avant qu'ils passent à l'acte, l'année passée, on a saisi 98 armes de poing, des armes réelles. Donc, ça ne fait pas toujours l'actualité. On est en prévention, on est en renseignement. Quand on peut intervenir avant que la personne passe à l'acte, on n'attendra pas qu'il passe à l'acte pour porter une grosse accusation. J'aime bien mieux porter des petites accusations, enlever les armes de la circulation. À la minute qu'on a un doute que quelqu'un a une arme, on l'interpelle, puis on procède à... C'est là que ça devient intéressant de prendre un jeune de 14 ans qui n'est pas connu des milieux policiers puis de dire « tu vas aller faire la job sale ». Vous avez compris le principe. Donc, nous, c'est qu'on va être meilleur dans le volet renseignement, mais le volet prévention, mais il reste qu'au niveau intervention,
quand il y a un événement malheureux qui se produit à Québec, les policiers sont là, ils répondent. On est très interventionnistes, on est efficace dans nos enquêtes. Vous voyez, dans la tentative de meurtre, on a arrêté plusieurs personnes rapidement, mais il reste que c'est pas un événement qui fait en sorte que ça s'arrête là, c'est tout qu'un phénomène alentour de tout ça. Jusqu'à quel point l'immigration représente un défi pour la police de Québec? Je vous pose la question en sachant très bien que les crimes aussi sont commis par des gens, des résidents de Québec, born and raised in Québec et au Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, aux États-Unis, pendant la présidentielle, c'est un des débats majeurs, là. Il y a des candidats qui laissent entendre que l'immigration cause des problèmes de la criminalité. Il y a des migrations massives au Québec, à Québec. Est-ce que ça représente un défi aussi pour les policiers ou ça ne change rien par rapport à avant? Bien, au niveau du phénomène, ça ne change pas grand-chose pour nous. On fait notre travail en fonction des informations qu'on a puis des faits. Mais par contre, la complexité du travail que ça apporte, ça, c'est indéniable. Il y a des gens qui arrivent ici à Québec qui ne parlent pas anglais ni français. Puis ils sont des fois témoins, des fois victimes et des fois suspects dans des crimes, dans des enquêtes. Donc, ça complexifie énormément le travail. Puis ces gens-là, on pourrait les considérer à un certain niveau comme vulnérables parce que le temps qu'ils s'intègrent complètement dans la ville, des gens pourraient profiter de ces situations-là pour les recruter. C'est ce qui se passe un peu à Montréal, de ce que je comprends, là. Exactement. C'est pour ça... C'est dans la même catégorie que la relève locale dans les milieux défavorisés, les personnes plus vulnérables. C'est la même chose avec l'immigration. Le ministre Bonnardel nous a dit en entrevue, puis l'a répété sur d'autres tribunes, que les chicanes de couleur de chemise lui donnaient des boutons, là, ça le faisait enrager. C'est quoi l'état de vos relations avec la Sûreté du Québec dans un dossier comme celui-là, où on doit travailler pour contrer le crime organisé? J'imagine qu'à quelque part, c'est sûr qu'il y a la compétition, petite guerre de clochers, où vous allez nous dire que non, c'est le parfaite harmonie, on travaille main dans la main, il n'y a jamais de protection de chasse gardée ou quoi que ce soit? Je vous le dirais que dans mes débuts comme policier, c'était le cas, là. C'était pas nécessairement la grande harmonie, comme vous dites, entre les services de police. Mais par contre, depuis Carcajou, je vous recule, hein, vous vous en souvenez, la création de l'escouade de Carcajou, c'est la police de Québec, les divers services de police, dont Sainte-Foy, Sillery, Val-Bélair, Sûreté du Québec. Tout le monde était intégré en enquête dans ces équipes-là. Puis à l'époque, c'était pas grave. Personne ne parlait de ça, là, de la couleur de la chemise, comme dirait monsieur le ministre. Mais par contre, aujourd'hui, on est rendu une grosse organisation. En 2002, les fusions municipales, on est rendu le SPVQ. Donc, puis depuis ce temps-là, on travaille en collaboration avec la Sûreté. Depuis tout ce temps-là, la suite de Carcajou qui est devenue les escouades régionales mixtes, on est là depuis le début. Ensuite de ça, Grico, vous vous souvenez de ça? Oui. Grico, dans le temps de la guerre des motards, on était tous les services de police ensemble pour justement faire une force de frappe significative face à un phénomène qui se passait dans la ville ici puis dans les environs. Mais aujourd'hui, la violence urbaine, on est rendu à la même place. Il faut se regrouper, il faut être fort ensemble. Mais moi, pendant ce temps-là, je peux pas attendre l'organisation municipale. Je suis content de l'engagement qu'a pris M. le maire de dire ça va être significatif l'apport qu'on va donner au service de police. Vous l'avez entendu comme moi. Mais en attendant, il y a quelque chose qui se passe dans la rue, puis c'est avec mes confrères, c'est avec mes consorts de partout en province qu'on est forts ensemble. Mais on fait la même affaire qu'on fait avec les narcos, même affaire qu'on fait avec le ILTA pour les armes à feu. J'ai des policiers de la Sûreté du Québec dans notre bâtiment, puis j'ai des policiers de SPVQ dans le bâtiment de la Sûreté du Québec, dans tous les bureaux confondus. On travaille ensemble. Vous dites, est-ce qu'il y a des fois que ça accroche? On est tous des êtres humains. C'est sûr qu'il y a des fois là, que les valeurs d'un et les valeurs de l'autre, mais à la fin de la journée, on travaille ensemble. Fait que pour moi, là, c'est une bonne nouvelle. Ils viennent nous supporter en enquête. Dans nos enquêtes, on fait une force de frappe, mais pendant ce temps-là, on va former, on va doter notre personnel pour justement être meilleur. Si on revient à la situation actuelle du crime organisé, jusqu'à quel point on est proche de revivre ce qu'on a vécu avec la guerre des motards dans les années 90, avec les Rock Machines, les Hells Angels, jusqu'à quel point on est proche que ça pète à ce point-là? Il ne faut pas en arriver là. Ouais. Je vous dis, il ne faut pas en arriver là. On c'est un approche petit peu ça, le début. Non. Pas encore. Moi, je vous dirais non, mais si on laisse aller la tendance et on s'en occupe pas, assurément. Est-ce qu'il y a encore pas que ça se passe comme ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore une liste de personnes, parce que ça a été publié, moi j'avais des sources également, puis ça a été publié dans les journaux l'an passé, il y avait une liste d'une 30aine de personnes dont la vie était en danger. Puis ces gens-là avaient été avertis par les policiers. Est-ce que c'est encore en vigueur? Y a-t-il encore des gens qui sont présentement dont la vie est encore en danger là, imminent dans la région de Québec? Bien, assurément. Puis c'est pas quelque chose de nouveau en 2024. Là. On a un devoir, hein? Vous le savez, en anglais, on dit le duty to warn. Ouais. C'est un devoir policier d'informer quelqu'un. Quand on sait qu'il y a une menace contre lui, on a
le devoir de l'informer de ça. Mais une fois qu'on a dit ça, si la personne, on va dire en bon québécois, là, si la personne ne veut rien savoir de nous autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais c'est ça qui est arrivé à part d'avant. Amenez-moi pas là. Ben, ouais. Vous voulez pas aller dans le personnel. Ben non, parce qu'il y a des individus qui ont été visés récemment, Exactement. qui demandaient votre protection aussi, qui ont de la sécurité privée et tout ça, là. Puis je comprends que vous voulez pas. Pour ça. Ouais, je comprends que vous voulez pas rentrer dans le personnel. Mais je veux dire, cette situation-là est encore. On est encore là-dedans. Oui, puis on a des gens là, sur lesquels, là, puis ça fait des années et des années, quand on a une information, on a un devoir de le faire. La job première de la police, c'est quoi? C'est de sauver des vies, protéger la vie. Et peu importe l'allégeance, peu importe l'origine, peu importe. C'est un être humain qui a le droit à la protection du service de police, mais on l'offre, mais du moment que la personne ne veut pas, puis ne veut pas collaborer, puis il n'en veut pas tout simplement, ben nous, on continue quand même à travailler ces enquêtes-là, hein, parce que personne ne peut consentir à des voies de fait au sein du code criminel, puis personne ne peut consentir à être victime d'un voie de fait, d'un crime contre la personne. Donc, nous, on continue à les enquêter quand même, là, ces crimes-là. Là. Est-ce que la police de Québec a les moyens de ses ambitions? On a entendu beaucoup Bruno Marchand demander des sommes supplémentaires à François Bonnardel. Par contre, Radio-Canada nous apprenait il y a 2 semaines de ça. Si on compare avec les 3 autres grandes villes, Montréal, le budget pour la police, c'est 11,75 % du budget de la ville. Laval, c'est 11,65 % Longueuil, c'est 13 % Québec, c'est 8,19 %. Si on regarde, on commence par la ville. Est-ce que la ville finance assez son service de police? C'est des données que vous sortez comme ça. C'est des chiffres, ils sont réels, ces chiffres-là. Mais qu'est-ce qui est payé dans le budget de la ville de Laval pour le service de police? Qu'est-ce qui est inclus dans le budget qui donne au service de police? Moi, je ne peux pas vous répondre. Mais moi, je sais qu'au service de police de la Ville de Québec, le budget qui m'est consenti est purement pour mes opérations policières. Dans ça, mes voitures ne sont pas comptées, mon essence n'est pas comptée, mes bâtisses ne sont pas comptées. Il n'y a rien de tout ça qui est compté, c'est seulement pour les opérations du service de police. Si dans une autre ville, le budget du service de police est inclus les véhicules, l'essence, la location de bâtiments, l'achat de bâtiments dans le budget municipal. Mais vous leur parlez à vos collègues, les directeurs de police des autres. On va pas là, nous leur là. dites pas, toi, ton maire, il en met plus, t'es chanceux, t'as plus de moyens ou... Ben moi, je vous dirais que les demandes, je les ai faites en fonction de notre réalité ici à Québec. La réalité à Laval, la réalité à Montréal. Oui, on l'entend, là, mais je vais m'occuper de notre ville. C'est pas juste une question de chiffres, il y a des menaces différentes, des situations différentes. Les situations sont complètement différentes. Il y a des villes qui sont beaucoup plus urbaines, il y a des villes qui sont beaucoup plus rurales. La densité de population est différente. Moi, à Québec, je les ai faites, les demandes à la municipalité. Mais là, vu que c'est une problématique provinciale, c'est tout à fait légitime de demander au provincial de participer. Parce que c'est pas une problématique locale. Moi, j'ai un service de police de niveau 4 selon la loi sur la police. On a tout ce qu'il faut pour répondre à nos obligations de niveau 4 pour la population de Québec. Quand la problématique s'élargit au-delà de notre territoire, là, c'est de bonne guerre que M. le maire demande la participation. Mais de quoi vous avez besoin? Est-ce que c'est purement des bras? Ou il y a de l'équipement, justement, vous parliez de la panoplie de besoins qu'on peut avoir quand vous dites c'est correct de se tourner vers le provincial. De quoi vous avez besoin? Mais dans le fond, c'est d'avoir plus de personnel, justement pour être meilleur en renseignement, en prévention, d'améliorer toutes nos opérations. Puis ça prend des bras. Parce que les équipements, on les a, les équipements, on a les formations, on a du monde engagé, on a du monde disponible qui croit à la sécurité des citoyens. Ça, on ne peut pas remettre ça en question ici à Québec. Ça nous amène à vous parler de ce qui a été publié ce matin dans le Journal de Québec, c'est-à-dire les délais de réponse aux appels urgents. Le journal a obtenu des chiffres. Il semblerait que, à Québec, on est au 11e rang au Québec, là. Délai de réponse de 10 minutes 23 secondes en moyenne, alors qu'à Gatineau, numéro 1, c'est 4 minutes 10 secondes. Montréal, 6 minutes 10. Mascouche, 10 minutes 5 secondes. Québec, donc, 10 minutes 23 secondes. Ça, est-ce que c'est relié au manque de bras sur le terrain aussi, ça? C'est un raccourci rapide que quelqu'un pourrait faire en lisant l'article de ce matin. Ouais. Vous aimez pas ça, hein? Je regarde votre nom verbal, vous n'aimez pas ça entendre ces chiffres-là. Hein? Je vais vous le mettre en contexte. Ces chiffres-là, là, c'est en fonction de rien qui est normé au Québec. Okay. Il n'y a aucune norme pour les services de police d'établir qu'est-ce qui est une priorité 1, qu'est-ce qui est une priorité 2 ou 3. Nous autres, on va jusqu'à 7. Il n'y a rien qui est normé, puis il n'y a rien qui est dit que de telle façon que l'appel est réparti jusqu'à temps que le policier intervienne, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Puis la réalité de la Ville de Québec, on est très urbain, mais on est très rural aussi, en même temps.
c'est tout notre territoire. Ça, c'est tout confondu dans ça. Parce que vous couvrez Saint-Augustin aussi, mettons, puis oui. le nord de Sainte-Foy. Exactement. Puis, ouais. Exactement. Donc, on a les deux réalités, mais ça, c'est tout fondu dans ces chiffres-là. Mais par contre, moi, je suis capable de vous dire comment on traite une priorité 1, puis c'est quoi le délai qui va être comme ça. Mais je suis pas capable de le dire pour Gatineau. Je suis pas capable de dire Gatineau, lui, c'est quoi une priorité 1? Nous, à Québec, de base, d'office, là, une tentative de suicide, une agression armée, puis une assistance ambulance. Parce que quand un appel rentre aux ambulanciers puis qu'il y a une vie en danger, ils n'envoient pas juste l'ambulance. Nous, on a pris la décision d'envoyer 2 patrouilleurs en plus. Le premier arrivé là, va être capable de sauver la vie de la personne. C'est le principe d'abord. Nous, on traite ça comme ça. Ça, c'est des priorités 1 à la base, quand l'appel rentre. Mais il y a d'autres services que je ne sais pas, c'est peut-être eux autres une assistance. Donc, c'est pas une intervention policière. Mais donc, c'est vous jugez que les délais pour la réalité de Québec sont satisfaisants. Il n'y a pas une multiplication de cas où on se dit on est arrivé trop tard. Non, c'est parce que c'est pas comparable. Les faits sont pas comparables, les données sont pas comparables. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple là, qui peut faire en sorte qu'un appel de prio 1 qui aurait pris 4 minutes à répondre, qui va se transformer en 20 minutes, 25 minutes. On a un appel pour du désordre dans une maison, un appartement. Ah, ça brasse, j'entends brasser, tout ça. OK, parfait, on va envoyer des patrouilleurs. Les patrouilleurs se mettent en route, on s'entend qu'il n'y a pas de vie en danger. Là. Ça brasse dans l'appartement, tout ça. Fait que les policiers se dirigent vers là. Chemin faisant, 2, 3, 4 minutes, peu importe. Il y a un autre appel qui rentre, la répartitrice dit aux patrouilleurs « Hey, finalement, là, il y a une femme qui est allée sur le balcon, puis elle s'est tirée en bas. Prio 1. Elle est en montant prio 3. Là, ils la mettent en prio 1. Puis là, ils envoient les effectifs. Fait que là, il y a 1 char, 2 chars qui y va. Mais on arrive à la fin de l'histoire. Là, on a pris 4-5 minutes de plus au début parce qu'on s'en allait sur une plainte de désordre. Ça se peut moi, ces 5 minutes-là, ils s'ajoutent à ma prio 1 parce qu'on a ramené ça. Prio 1. Puis si on retourne en enquête le lendemain puis qu'on rouvre la plainte, le mitard repart. Mais c'est comme ça qu'on le gère, nous. Ça se peut-tu que vos policiers aussi soient pas mal occupés des fois puis que ça augmente les délais parce qu'ils font la job d'infirmiers, de psychologues, de travailleurs sociaux, d'intervenants sociaux, justement quasiment d'ambulanciers ou d'infirmiers puis de médecins quand il y en a un qui s'intoxique ou une qui s'intoxique sur le trottoir aussi? Bien, vous avez tout à fait raison. Quand je disais que c'était multifactoriel, là, ça en est des facteurs. Puis l'autre facteur aussi, on traite à notre centre 911 à Ville-de-Québec environ 400 000 appels par année. Comptez ça, là, par jour. Là. C'est du temps. Ça en fait pas mal. Ouais. C'est sûr, pendant le temps qu'on a un appel pour aller répondre à une plainte mineure ou juste le temps que nos préposés répondent à des citoyens qui demandent l'heure, qui demandent s'il y a du trafic, puis qui demandent quel chemin prendre ce matin pour aller travailler, bien, c'est des lignes occupées, c'est du monde occupé à répondre à ce monde-là. Parce que 100% des appels 911 doivent être répondus. Donc, on fait notre travail, on le fait, mais sauf qu'on essaie de sensibiliser les gens à ça. Mais oui, c'est un facteur, mais parmi tant d'autres. Ouais. M. Turcotte, merci. On n'aura pas le choix, il va falloir vous réinviter. Très intéressant. Merci d'être passé. Puis salutations à tous les policiers de la Ville de Québec qui font un travail colossal. On apprécie beaucoup votre travail. Merci beaucoup. Merci. C'était Denis Turcotte, le directeur de police du SPVQ.